Bon, je me jette à l'eau. Bonjour à tous, à chacun, à toutes. J'ai été invité, et je remercie grandement l'équipe d'Épidore, Germinal Perrault, Roland Thielec et tous leurs comparses, pour vous délivrer un point de vue aujourd'hui. Prenez-les justement comme un point de vue et pas du tout une leçon de choses. Donc je m'appelle bien Nicolas Debier, je dirige et je travaille dans un bureau d'études particulier qui est un bureau d'études en environnement spécialisé sur les milieux aquatiques, sur la gestion et la restauration des hydrosystèmes. Depuis 27 ans maintenant, comme me le rappelait tout à l'heure Germinal, j'ai la chance de travailler régulièrement sur le bassin de la Dordogne et d'accompagner Épidore sur des sujets plus ou moins brûlants. Donc c'est le retour d'expérience de ces 27 années que je vais essayer de résumer à travers une certaine philosophie et puis à travers le projet de Saint-Chamassis et du travail mené sur la confluence Vézère-Dordogne. Vraiment, je tiens à rappeler, je ne suis pas un scientifique, je suis un praticien. Ça veut dire que tout ce que je vais dire, c'est de l'ordre du retour d'expérience. On a le droit de partager un autre avis, de ne pas être d'accord avec tout ce que je vais énoncer, mais le but de la journée et de ces ateliers, on l'a bien compris, c'est l'échange, le partage d'idées et de savoir-faire, et puis c'est inviter tout le monde à se faire une culture commune pour travailler demain de manière pleinement partagée. On peut passer à la première dia. Merci. Donc effectivement, lorsqu'on a débuté le travail commun dans les années 90, et qu'on a poursuivi dans les années 2020, d'abord à l'initiative de Guy Pusselnik, ensuite de Roland Thielec, quoi qu'il arrive, on a travaillé d'abord à la mise en place de cadres communs. On a essayé de développer des documents stratégiques qu'on a appelés des schémas d'aménagement et de gestion des berges, du lit du cours d'eau, de ces marges immédiates. Petit à petit, le vocabulaire a évolué, à la fois avec notre philosophie et à la fois avec la législation. Dans un premier temps, à la fin des années 90, on était vraiment dans un souci de préservation de l'existant, partant du principe que des cours d'eau comme la Dordogne et comme la Vézère étaient non seulement des cours d'eau emblématiques d'un point de vue patrimonial, mais avaient aussi des qualités, des états que n'avaient pas nécessairement des fleuves aussi anthropisés, par exemple, que le Rhône, la Seine, voire la Garonne. On a travaillé d'abord sur les qualités et donc sur ce souci de préservation. On aboutissait à chaque reprise à la mise en place de fiches techniques par tronçon pour guider l'action, c'est-à-dire s'il y avait intervention, voilà ce qu'il fallait faire. On était souvent dans un souci, on va dire, de gestion des milieux riverains, ripicoles, de gestion des bras morts, de minimisation en fait de nos activités et de nos impacts sur la rivière. Et puis petit à petit, cette philosophie, elle a évolué. On est passé d'un souci de préservation à un souci de restauration, voire désormais de reconquête. En fait, on a pris conscience petit à petit que l'on pouvait apporter aussi par notre travail, par nos activités, par peut-être une révision ou une amélioration de nos usages, on pouvait amener une plus-value à la rivière. Et on pouvait même voir le retour de certaines dynamiques. On peut passer à la dia suivante. En fait, on a pris conscience de ce qu'on va appeler aujourd'hui des adages, c'est-à-dire déjà qu'un cours d'eau, naturellement, ça creuse, ça transporte, ça dépose, ça essaie de trouver une physionomie physique optimale pour le transit de tous les débits, qu'ils soient liquides ou solides, c'est-à-dire les produits de l'érosion, et qu'on soit dans des conditions d'étiage ou au contraire de crue. Je prends souvent, je l'ai
tellement de fois répété que j'ai l'impression d'être éminemment vieux. Je prends toujours cette image du skieur qui part ski parallèle depuis le haut de la piste. À un moment, selon sa technique, son poids, la qualité de la neige, il va commencer à faire des virgules, des courbes plus ou moins grandes. En fait, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à dissiper l'énergie qu'il prend sur la pente. Un cours d'eau, c'est ça. Ça part d'un point B en altitude pour arriver à un point A au niveau de la mer et ça cherche à dissiper l'énergie. Donc en fonction des territoires traversés, de la nature des sols, du relief, des activités, ça prend un dessin particulier et ce dessin particulier n'est jamais neutre, n'est jamais n'est jamais fixe. On est sur un milieu mobile. Alors parfois c'est à l'échelle de quelques années, de quelques mois, parfois c'est à l'échelle du siècle. Mais en tout cas, on est sur des milieux qui, de manière autonome, se gèrent très bien tout seuls. On se gargarise tous de participer à la gestion de ces hydrosystèmes, mais très franchement, nous n'aurions pas d'impact ou d'occupation des sols sur ces milieux. Ils se débrouilleraient très très bien tout seuls. Ils l'ont fait pendant très très longtemps. Donc voilà, vous avez compris que c'est l'apprentissage, ou par l'apprentissage, qu'on a fait évoluer nos pratiques et nos ambitions. Dans cet apprentissage, effectivement, on s'est rendu compte que parmi les freins à l'atteinte du bon état écologique, il y avait ce qu'on appelle l'altération des flux, l'altération des formes, l'altération de l'accès aux habitats. Alors si je résume, l'altération des flux, c'est lorsqu'on a un impact sur le régime sédimentaire, hydrologique de la rivière. Et n'y voyez surtout pas dans ce discours, enfin pas de faux procès, un discours qui voudrait mettre à bas tous les barrages, libérer toutes les chaussées. C'est pas ça le discours. C'est juste de prendre conscience qu'il existe des seuils. C'est-à-dire qu'on est sur non seulement des milieux vivants, complexes, mais où les aspects biologiques, chimiques, physiques sont éminemment liés, et qu'à un moment, il y a des processus cumulatifs, c'est-à-dire qu'à un moment, nos impacts, nos aménagements sont tellement nombreux qu'ils amènent des modifications de trajectoire et des modifications aussi vis-à-vis de la biodiversité. Notre travail à tous, c'est de trouver avec le temps la bonne échelle. Voilà. L'altération des formes, c'est-à-dire la géométrie des cours d'eau, plus on les banalise, plus ils ne ressemblent qu'à un espèce de mono-chenal trapézoïdal sans diversité physique, eh bien moins on a de biodiversité, moins on a de services écosystémiques pour l'homme, moins on a de vie, tout simplement. Et puis, on a pris conscience aussi de l'altération de cet accès aux habitats. On parlait de ces couanes, de ces bras morts, mais c'est aussi le lien à la zone inondable, le lien entre le cours d'eau et ses prairies humides. Dès lors que vous endiguez un cours d'eau, dès lors qu'il ne peut plus déborder tel qu'auparavant ou dans des conditions originelles, eh bien effectivement, on morcelle le territoire, on morcelle les habitats. Donc on a pris conscience de tout cela et on a surtout pris conscience qu'il n'existe pas de gain en termes de biodiversité, il n'existe pas de restauration biologique sans restauration physique. C'est assez facile à comprendre, c'est-à-dire plus vous avez des typologies de sols différentes, plus vous avez des altimétries différentes, plus vous avez des berges de faciès différenciées, plus vous avez de support pour la vie. Et donc plus effectivement on aura des cours d'eau avec des éléments de diversité physique, même des îlots, des atterrissements, des bancs de gravier, plus on aura de conditions d'habitabilité meilleures. On peut passer à la diapositive suivante. Il doit y avoir plusieurs choses sur la... Et on s'est aperçu aussi avec le temps, ou en tout cas on en a pris conscience, les preuves se sont multipliées,
c'est qu'au-delà de cette diversité physique qui conditionne cette diversité biologique, il était absolument nécessaire de préserver des dynamiques. La biodiversité, sur ces hydrosystèmes, sur des cours d'eau comme la Dordogne et la Vézère, elle est éminemment liée, oui, aux crues, à la reconnaissance de débits différenciés. Si le tuyau est toujours de la même taille et le débit toujours uniforme, vous aurez un milieu banalisé ou d'une habitabilité réduite. Donc on s'est aperçu qu'on était vraiment dans un monde pleinement vivant où les crues, les débits différenciés, le remaniement des formes du lit, ça veut dire autant les dépôts, l'érosion, créer des remaniements, donc des remises en état, des variations extrêmement favorables aux espèces. Une fois que j'ai dit tout ça, vous comprendrez ce qui nous a motivés à passer à des travaux de restauration ou de reconquête dès lors qu'on considérait qu'il y avait eu l'atteinte de seuils qu'on appellera inacceptables. Voilà, on a réagi à travers ces prises de conscience. On peut passer à la dia suivante. Je donne aussi souvent ce petit exemple tout bête, c'est que vous pouvez décider demain de protéger l'ours polaire, mais si vous ne protégez pas la banquise, si elle fond, ça ne sert strictement à rien. Donc c'est là où, de façon simple, tout le monde peut appréhender cette nécessité de préserver ou de restaurer des dynamiques. J'ai volontairement pris un exemple d'un tronçon de Dordogne éloigné d'ici à la Vézère, parce que chaque situation est unique. Comment les impacts de nos usages, de nos activités, sans pointer du doigt qui que ce soit, je rappellerai que même des gens comme moi qui œuvrent dans le domaine de l'ingénierie écologique depuis 30 ans et qui militent pour la restauration de ces milieux, dans les années 90, dans les CCTP que je rédigeais, je proposais d'utiliser du glyphosate pour venir stériliser des souches. Voilà, tout le monde a participé au système et donc il n'y a pas de volonté de pointer du doigt plus l'un que l'autre. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est que le cumul de ces impacts a amené des évolutions notables et rapides. C'est ça ce dont il faut prendre conscience. Ici, c'est un exemple du secteur d'Ayac. On est dans l'année 48. On voit un système relativement vivant. Vous distinguez toutes ces surfaces blanches en convexité de tracé du cours d'eau qui sont des zones toutes fraîchement déposées ou remaniées régulièrement par les crues. On appelle ça des atterrissements graveleux, sableux. Dont tirent bénéfice nombre d'espèces, mais surtout qui sont favorables. Ce sont des milieux pionniers, des milieux qui se recolonisent très très vite et qui à chaque crue se décolonisent. Mais en tout cas, ce sont des milieux ouverts. On voit par émiettement des zones un peu plus gris léger qui sont des zones souvent de salicacées ou occupées par les saules, le peuplier noir qui est une espèce emblématique de la Dordogne, des zones plus forestières. On voit des questions d'échelle à travers des bras morts, on voit des petits filets noirs qui sont en fait des chenaux de crues, des bras morts parfois. On voit dans les rives concaves des petits liserés blancs qui montrent l'activité géodynamique du cours d'eau, c'est-à-dire des zones d'érosion privilégiées. Vous comprenez bien que le système il est en équilibre et déséquilibre permanent, mais de façon autonome, il se remanie, il se met en scène lui-même. 1995, c'est la photo suivante. On s'aperçoit que le milieu a beaucoup évolué. Déjà, on est dans une certaine homogénéité de la géométrie du lit en termes de gabarit. On est, si vous distinguez, on a quelques coins bras morts qui ont été reterrassés, redessinés.
sous le poids de l'exploitation de gravier, entre autres, et puis pour d'autres raisons ou d'autres usages. On a des échelles qui ne sont plus tout à fait les mêmes, et on occupe l'espace qui est le lit mineur et même les marges du lit majeur avec différentes activités, puis surtout, tout le milieu a évolué vers la forêt. Vous remarquerez qu'on a évolué vers le boisement. Pourquoi on a évolué vers le boisement? Parce qu'en fait, on a perdu un certain degré d'humidité des sols lié à l'enfoncement du lit, à l'abaissement de la nappe. Ça se joue parfois à quelques dizaines de centimètres. Si les sols connaissent moins d'eau, ils évoluent tous plus facilement vers la forêt. Alors, il ne faut pas nécessairement que le regretter, mais c'est juste prendre conscience qu'on n'a plus la diversité structurelle qu'on avait avant. On n'a pas la même variété d'habitats et donc on n'a pas le même degré d'habitabilité. C'est face à toute cette reconnaissance des évolutions que les pratiques ont évolué et que nos prescriptions ont évolué. On peut passer à la dia suivante. Doit y en avoir une avant. Donc ça s'est passé par des travaux, comme le disait Germaine Alpero tout à l'heure, de restauration de bras morts, de recreusement, de reconquête en fait aux marges du lit. On peut passer à la dia suivante. C'est passé par des opérations d'effacement d'anciennes activités au moment où elles libéraient l'espace. Ça veut dire que pour arriver à faire des choses comme ça, c'est vraiment des travaux, pas simplement de laisser faire. On fait des travaux de terrassement, de nivellement, on revient à des côtes anciennes, et puis éventuellement on donne un petit coup de pouce en termes de végétalisation, et ensuite on laisse faire, on laisse la nature reprendre ses droits. Mais on recrée ainsi une diversité structurelle bien plus intéressante, et surtout on nourrit les services écosystémiques, notamment vis-à-vis de la qualité de l'eau que nous offrent les hydrosystèmes, puisque je rappellerai que la végétation est capable de capter nitrates, phosphates, nutriments nécessaires à son développement, de stocker du carbone, qu'il s'agisse des sols, des milieux humides, des boisements. Et puis je rappellerai que tous ces bancs de gravier, de galets, contre lesquels il fut un temps on luttait, sont des zones ou des lieux aussi de traitement physique et chimique de l'eau, puisque nécessairement l'eau est filtrée à travers ces graviers, à travers ces galets d'un point de vue physique, mais qu'elles sont aussi, ces formations, le siège de bactéries et de processus qui participent à ces phénomènes de dénitrification notamment. Bref, on peut passer à la dia suivante. On en est aujourd'hui à réouvrir des bras secondaires, à réinjecter les matériaux issus des travaux de terrassement. Alors certains vont se dire, mais pourquoi réinjecter des matériaux au sein du lit? Parfois, c'est pour rééquilibrer ce qu'on appelle le profil en long de la rivière, c'est-à-dire, encore une fois, vous comprenez bien que le cours d'eau, il part d'un point A pour arriver à un point B, il s'écoule sur une pente. Cette pente, on l'a quelque peu malmenée à travers notamment les extractions. C'est un peu comme à la plage, quand vous jouez avec vos enfants et que vous faites un trou sur l'estran. Si vous laissez faire, vous voyez bien qu'à un moment, les abords de cette dépression s'éboulent, qu'avec l'eau, il y a une partie des sédiments et du sable au-dessus qui s'écoulent dans votre dépression. C'est un peu pareil, c'est-à-dire que quand on commence à créer des fosses trop importantes au sein de ces lits, eh bien, en fait, on amoindrit le matelas sur lequel s'écoulent ces eaux, qui est un matelas qui s'est formé des siècles durant et qui est essentiel à la vie de ces milieux, puisque on a toute une faune benthique, macro-invertébrée, invertébrée, qui vit dans ce matelas alluvial et qui sert de nourriture pour toutes les espèces faunistiques aquatiques. Encore une fois, on a bien compris que tout ça est en équilibre dynamique et qu'on doit nécessairement aujourd'hui prendre soin de notre empreinte parce qu'on fait partie des premières générations qui ont connaissance de leurs impacts. Il faut prendre cette conscience comme un point positif.
j'aurais la même, comment dire, la même bonhomie que Germinal tout à l'heure. Je fais partie des optimistes. On est dans une trajectoire positive parce qu'on prend conscience, on réagit peut-être pas assez vite, mais je rappellerai quand même qu'il y a eu une convention citoyenne sur le climat récemment et que malgré tout ce qui s'est dit, on a quand même retenu 146 propositions de ce que cette convention a proposé. Donc ça veut dire que, ouais, on avance pas à pas, à chacun sa vitesse. On peut passer à la dia suivante. Donc tout ça nous a amené effectivement à faire progressivement des propositions de plus en plus ambitieuses, comme le rappelait Roland, et sur des territoires neufs ou nouveaux. C'est comme ça qu'on est arrivé à s'intéresser au cours de ces dernières années à la Vézère, à cette confluence Vézère-Dordogne, et à proposer, au gré de l'opportunité aussi, à reconquérir des dynamiques et recréer des milieux non seulement favorables à ce développement des différents éléments de la nature, mais aussi à l'homme. Ici, c'est une représentation un peu grossière du projet sur Saint-Chamassis et sur la réhabilitation de cet espace qui a été dédié à des activités anthropiques au cours des décennies précédentes. Et puis on a même, dans le cadre du dernier schéma qui a été mis en scène sur la Vézère, fait des propositions potentielles d'intention pour réhabiliter des tronçons de la Vézère ou pour amener une plus-value. C'est comme ça qu'on s'est intéressé au secteur Château de Vitrolles, Limeuil, sur lequel on pourra revenir tout de suite. Je dois avoir une diapo. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était de prendre un peu de hauteur et puis de rappeler la philosophie, puis de rappeler qu'on était dans une trajectoire, nous aussi. C'est-à-dire on était parti d'un point A et on nourrit de plus en plus l'ambition. Le projet sur Saint-Chamassis, dans une convexité de tracé de la Dordogne, est un projet déjà de désendiguement. Il existe sur cette rive une importante digue de terre et de matériaux graveleux qui a été édifiée à un moment où on exploitait les graviers en surface terrestre. On se protégeait ainsi des crues et des risques de capture en période de crue des zones d'extraction par la rivière. Donc l'idée, c'est de retirer cette digue et de permettre à nouveau des échanges plus réguliers à travers les crues usuelles entre le lit même de la Dordogne et la terrasse voisine. C'est aussi de créer des liens, on le voit à travers ces chenaux de crues qui seront recréés, remis en scène pour donner un petit coup de pouce. Ils sont repris, redessinés ensuite par la Dordogne, mais pour créer des liens aussi plus importants entre le bras mort, la couenne de Saint-Chamassis qui existe, et le lit. On va avoir, c'est là où c'est rouge, un travail de comblement des vestiges des fosses d'extraction qui existent. Et on va surtout avoir un gros travail, c'est cette zone jaune, même si elle est beaucoup plus découpée que cela aujourd'hui dans les dessins de projets d'exécution. On va recaler des niveaux de terrasses différenciés et recaler des zones de débordement préférentielles pour des crues que l'on appellera annuelles. Le but, c'est de relancer le système, c'est-à-dire de retrouver des milieux à la fois pionniers, des milieux à salicacés, des milieux alluviaux, et puis des milieux plus forestiers, d'avoir cette diversité. Et c'est non seulement un bénéfice en termes de biodiversité, c'est un bénéfice aussi en termes de gestion de la qualité de l'eau, puisque dès lors que les eaux infiltrent un peu plus régulièrement les sols, elles seront un peu plus traitées. C'est aussi une manière qu'on appelle de faire de la gestion un peu dynamique des crues et des vitesses d'écoulement en période de crue, parce que dès lors que vous permettez des phénomènes d'élargissement du gabarit ennoyé en période de crue, vous limitez les vitesses qui sont aussi
problématique parfois à l'aval pour les agglomérations qui reçoivent les eaux lors de ces débordements. Donc voilà, vous comprendrez bien que c'est un travail de mosaïque, mais c'est un travail qui demande effectivement de déplacer, de remanier des matériaux et à une échelle importante, mais c'est le souci de retour à un état antérieur et un souci de reconquête. On peut aller sur l'image suivante et on a même été jusqu'à délivrer des intentions, c'est juste des esquisses, c'est un scénario potentiel, il serait, à discuter, à nourrir. C'était un scénario ou une esquisse qui a été proposée pour voir jusqu'où on pouvait aller dans des secteurs éminemment fréquentés comme Limeuil et ses abords. On est au long de la voie verte qui vient d'être implantée, qui est ce cheminement blanc que vous voyez sur la rive droite, puisqu'on s'écoule comme ceci. Et le travail ici a été de proposer des conditions de diversification future éventuelles. Ça passe par la reconquête d'anciens bras de la Vézère, c'est ce qui est en bleu foncé. Ça passe par le rabaissement de surfaces qui ont été remblayées et dédiées soit à l'agriculture, soit à d'autres activités. C'est ces zones striées de blanc pour recréer des prairies, même localisées, inondables aisément. C'est lutter contre deux, trois petites choses qui sont des signes de prochain envahissement. Cette petite zone rouge est un des rares foyers où on trouve quelques cultivars de peupliers, mais surtout des foyers de renouée du Japon, qui est une espèce éminemment invasive. Et si ce foyer, si cette zone n'est pas, entre guillemets, traitée, il faut imaginer qu'on pourrait tout à fait emprunter la voie verte demain dans une haie d'invasivité. Ça, il serait bon de s'intéresser à ce foyer. Ouvrir cette confluence, c'est pour ça que cette petite zone verte en amont du pont, sur la droite du lit, c'est une zone qui est calée un peu de façon relictuelle, modeste, derrière, pour ceux qui connaissent, le terrain de football et le lieu de pétanque et le lieu de dépôt des canoës. C'est de recréer ici une espèce de plage enherbée qui permette au public d'accéder aisément au cours d'eau plutôt que d'avoir un univers qui évolue vers la friche. En fait, l'idée, c'est d'aller petit à petit du sauvage au maîtrisé, mais tout en cherchant toujours une plus-value pour la rivière. Et cette plus-value, elle est nécessairement aussi pour l'homme, parce que si on pense service écosystémique, on peut rappeler qu'on pourra utiliser aussi une partie des matériaux de déblai, de fractions granulométriques choisies pour créer des zones d'atterrissement, une certaine sinuosité du lit vif qui existait auparavant et qui permettra aussi de participer un peu à la dilution de certains éléments de l'eau, de certains éléments polluants. En tout cas, ça aura un bénéfice vis-à-vis de ces problématiques de qualité. Ça ne résoudra pas tout, mais ça y participera. Et puis on peut aussi comprendre que lorsque, par exemple, on trace cette voie verte, puisqu'elle est toute récente, il serait tout à fait opportun et intéressant d'y mêler un regard restaurateur vis-à-vis de la rivière. C'est-à-dire que ces cours d'eau, il faut les prendre aujourd'hui en cliché, et puis il faut imaginer ce qu'ils deviendront demain. Et par exemple, il serait bon parfois, c'est pour ça qu'ici il a été mis en scène un atterrissement, il y a une zone où on comprend que le travail morphodynamique du cours d'eau remettra un jour en cause ce cheminement. C'est bien de s'y préparer, donc c'est bien aussi lorsque on vient de travailler physiquement sur ces milieux, de trouver des moyens de repousser les conditions courantologiques. En fait, il faut toujours, avec ces milieux,
éviter de les contraindre, c'est-à-dire éviter cette démarche très militaire de j'endigue, Jean-Pierre, je lutte contre les phénomènes. Il faut plutôt flatter les tendances, jouer avec et guider la courantologie. Il y a eu un débat à cette époque lointaine sur l'aménagement du Rhin entre, pour le coup c'est vrai, un ingénieur militaire et puis un ingénieur d'un autre univers. Ils avaient fait tous les deux aussi ce genre de discours, la volonté de maîtrise des phénomènes et de l'autre côté la tendance à les flatter, à les accompagner. On sait qu'il y aura eu de droit à œuvrer, ça aurait été le militaire. J'ai rien contre les militaires, hein, je fais l'armée en plus. Mais aujourd'hui, voilà, pérenniser les activités, c'est accompagner ces forces, ces dynamiques, les soulager parfois. Et puis, ce qu'il faut aussi imaginer, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin. C'est qu'on peut aussi revoir la mise en place d'un micro-bocage. On peut créer des liens entre des surfaces boisées et les milieux ripicoles. En fait, pourquoi on montre ça? Pour dire, aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait, il serait impardonnable de ne pas profiter des aménagements qu'on mène pour ne pas rechercher de plus-value environnementale. C'est-à-dire qu'on construit des logements, qu'on développe l'agriculture ou qu'on fasse des voies vertes. Tous les projets peuvent avoir aujourd'hui une plus-value d'un point de vue environnemental. Et c'est aussi ça ce qu'on a compris à travers notre travail. Et c'est ça auquel on invite aujourd'hui un peu tout le monde, parce qu'on peut passer à la dia suivante. La réalité, c'est que cette petite histoire que je viens de raconter, elle s'inscrit aussi dans une grande histoire, une histoire qui nous dépasse. C'est une histoire de la législation. Il faut imaginer que ce travail de l'ingénierie écologique, ce travail mené à la fois par Epidor et d'autres organismes sur le bassin et partenaires, c'est un travail tout récent. La première fois où on parle de développement durable, c'est 1987. La première COP, je l'ai rappelé, c'est 1990. La loi sur l'eau, c'est 92. Je finissais mes études. On revient de loin. On a déjà bien progressé. Aujourd'hui, je rappellerai, 2021, on parle de loi climat et résilience. Donc oui, on est dans une situation où on regarde les choses avec beaucoup plus de conscience. Et à travers ça, on peut en nourrir de l'optimisme. Mais après, ce dont il faut prendre conscience, c'est que cette évolution, elle est celle effectivement de la grande histoire et de la Terre et du climat. On peut passer à la dia suivante. Alors je sais qu'il existe encore 20% de sceptiques en France ou 19% sur la trajectoire climatique. Malgré tout, tout le monde a bien conscience au quotidien de petites modifications. On a moins de stations de ski ouvertes à la Noël. On voit des arbres qui bourgeonnent à des moments étonnants. On voit des pruneliers en fleurs en janvier. On voit des cigales monter à 1500 mètres d'altitude pour se réfugier. On voit des automnes de plus en plus secs. Enfin, bref, tout le monde aura bien compris à travers ces petites choses qu'il se passe effectivement des phénomènes modificatif. Alors, est-ce qu'on parle de changement climatique? Est-ce qu'on parle de trajectoire climatique? Peu importe. Mais en tout cas, on est dans un monde qui évolue et qui évolue assez rapidement. Et on sait que parmi les facteurs, c'est essentiellement lié effectivement à la dose de carbone que l'on rejette dans l'atmosphère. D'où ces petits dessins qui sont tout fraîchement sortis des derniers atlas parus en 2022. Parmi les bonnes nouvelles, c'est qu'en ce qui concerne, on va dire, notre secteur et les climats tempérés ou océaniques qu'on vit sur l'Hexagone, on ne sera pas les plus impactés par cette trajectoire climatique, mais on sera quand même impactés. Il faut quand même prendre conscience, rien qu'en Occitanie ou dans le sud-ouest, cette petite élévation de température d'1 degré ou d'1,5 degré, c'est pour des débits d'étiage, c'est 20 à 30% d'eau de moins. C'est ça les calculs aujourd'hui, et dès aujourd'hui. Hein. Ça veut donc dire qu'effectivement, comme il était rappelé tout à l'heure, nos usages vont être impactés. Il va falloir qu'on
s'adapte. Et puis ça veut dire aussi, parce que tout est en chaîne, que si on a des débits d'étiage plus sévères, ça veut dire qu'on a aussi une concentration des polluants dans l'eau un peu plus sévère, puisqu'il y a moins de phénomènes de dilution, il y a plus d'évaporation parce qu'il fait plus chaud. Et donc effectivement, ça veut dire que tout ce qu'on a fait pour améliorer cette qualité de l'eau, on risque d'en perdre une partie par simplement cette trajectoire climatique. Du coup, il va falloir qu'on soit plus que volontaire. Et ça tombe bien parce que la réalité, c'est la dernière diapo que je voulais donner, c'est que on parle de climat ou de biodiversité, c'est la même chose. En fait, les enjeux, ils sont totalement liés. Et parmi les petites informations qui nous ont été données récemment par le monde scientifique, on s'aperçoit, c'est le petit dessin de droite, alors un peu complexe à comprendre, mais dites-vous que le trait noir continu, c'est l'élévation de la température, enfin pardon, c'est, que je dise pas de bêtises, c'est nos émissions de carbone, et si on continue sans rien faire, c'est les petits pointillés qui s'énoncent et qui nous font grimper la montagne, mais qu'effectivement, il y a des moyens de, sinon contrôler ça, en tout cas réduire notre impact. Et parmi ces moyens, alors tout le monde sait qu'il faut réduire cette consommation d'énergie fossile, mais la petite bande verte, c'est la restauration des écosystèmes, notamment continentaux, et des hydrosystèmes. C'est-à-dire qu'on sait que ce travail de reconquête de différents milieux, ces surfaces qu'on étend dédiées à la nature, ces espaces de liberté ou de fonctionnalité qu'on va offrir à ces milieux, bah, c'est aussi du piège à carbone. C'est aussi un moyen de limiter notre empreinte. Donc c'est pour ça que voilà, il y a beaucoup de facteurs directs et indirects qui influencent soit la biodiversité, soit le climat. Mais à la fin, il faut bien prendre conscience que tout ça, c'est une invitation à améliorer. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je m'en excuse. Merci de votre écoute.